Bienvenue dans Octopus, le podcast Made in Belgium de la LIFRAS, Ligue francophone de recherche et d'activités subaquatiques. Ici, on prend une grande inspiration et on plonge ensemble dans l'univers fascinant du monde subaquatique. Ajustez votre masque, réglez vos palmes, Octopus commence maintenant. Bonjour Fabienne. Bonjour Jen. Fabienne, tu es monitrice nationale, tu vis et tu travailles et tu enseignes la plongée à Cassis. Tu as ouvert un club de plongée et tu nous rejoins ici pour parler de comment tu choisis tes sites de plongée quand tu organises tes sorties bateau. Alors oui, on peut en parler, mais je ne sais pas si je suis la personne la plus qualifiée pour faire ça. Je peux donner mon expérience, mais je ne sais pas si je suis la plus qualifiée pour parler de ça. Moi, je travaille un peu à l'instinct et à la vision de l'état de la mer. Et surtout, le choix du site de plongée, pour moi, c'est pas seulement un problème de météo, c'est aussi et surtout un problème de plongeur et de bateau à bord duquel tu te trouves. Et c'est pour ça que c'est très difficile d'expliquer comment on choisit un site de plongée. Il y a d'une part le matériel que tu as à ta disposition, le bateau, les plongeurs qui sont à bord, ils ont quoi? Ils ont quelle qualification? Ils ont quelle expérience? Je les connais, je ne les connais pas. Il y a des baptêmes, il y a des plongeurs confirmés, il y a des plongeurs qui veulent aller à 40 mètres, des à 50 mètres, des qui ne peuvent pas dépasser 20 mètres. Et dans cet élément, il y a aussi la météo. Moi, je privilégie toujours la sécurité de mes plongeurs. Il y en a qui trouvent que je suis un peu trop conservatrice et que je n'ose pas aller à certains endroits parce que j'estime que la mer est un peu trop formée et que le site ne conviendra pas à tous les plongeurs. Mais c'est ma manière de procéder. Mais voilà, maintenant peut-être que tu peux me poser une ou deux questions en plus. On peut commencer par le bateau. Qu'est-ce qui va faire qu'un bateau va être adapté ou non à un état de la mer plus ou moins défavorable? Un pneumatique passe plus qu'un bateau en dur, à mon avis, en général. Est-ce que tu as un bateau qui est fort protégé du vent? Est-ce que tu as un bateau qui est peu protégé du vent? Moi, j'ai un bateau qui est relativement peu protégé du vent. Donc, quand il y a de la vague, les plongeurs peuvent, comme sur un pneumatique, prendre de la vague. Et ce n'est pas très agréable pour eux. Donc, il faut en tenir compte. Et un pneumatique passe en principe un peu mieux dans une mer plus agitée qu'un bateau en dur. Mais j'ai des gens qui sont là pour se faire plaisir. Donc, je ne vais pas les emmener à un endroit où ils vont être ballottés, où ils risquent d'avoir le mal de mer. Il faut qu'ils gardent le plaisir de plonger. Et donc, il vaut mieux, ça c'est mon avis, choisir un endroit où il y a peut-être un petit peu moins de choses à voir, mais ils vont être confortables, plutôt que d'être en plein milieu de la houle et de se dire en rentrant « Ouais, on était les meilleurs, on est sortis alors que la mer était forte. » Voilà. Donc moi, j'estime que c'est la sécurité avant tout et qu'il faut toujours se poser la question « Qu'est-ce que je fais en tant que responsable de centre ou en tant que pilote de bateau s'il arrive un problème alors que le plongeur se trouve en plein dans la houle? Qu'est-ce que je fais à ce moment-là ?» Et là, je ne rigole plus. Alors, quels sont les dangers spécifiques qui pourraient apparaître à la mise à l'eau ou à la récupération auxquels tu penses? À la mise à l'eau, si tu as un plongeur qui est en panique parce qu'il ramasse une vague dans le visage, selon son niveau, ça peut être compliqué. Donc oui, il faut les mettre dans de bonnes conditions pour qu'ils puissent plonger. Je suis responsable d'un centre de plongée pour des plongeurs loisirs. Ils viennent là, ils font peut-être 3 plongées par an, ils ont peut-être 10 plongées au total depuis 10 ans, et il faut qu'ils plongent en toute sécurité et qu'ils remontent en étant heureux. À la récupération, il faut être capable de remonter quelqu'un sur le bateau s'il est en perdition. Donc si tu es dans une mer démontée, tu ne peux pas le récupérer. Tu vas faire comment? Donc il faut que tu sois toujours capable de récupérer un plongeur. Et donc dans les pistes d'adaptation, on parlait du choix du site, mais il pourrait y avoir par exemple une mise à l'eau à un endroit précis, une récupération à une autre zone qui serait, elle, protégée à ce moment-là des vagues. Bien sûr, quand on est sur des sites avec ou des météos qui sont un peu défavorables, pour moi, c'est très important d'expliquer aux guides de palanquet ou aux moniteurs qu'on peut les mettre à l'eau à un endroit, mais qu'on doit les récupérer à un autre endroit. Et que cet autre endroit, il est à l'abri.
Si, lors d'une plongée ou l'autre, je vois notamment dans un groupe de plongeurs, j'imagine un club de plongée belge qui vient chez moi, où je me rends compte, ou français, que j'ai des moniteurs ou des guides de palanquée qui ne respectent pas les règles que je leur ai données au départ, en disant mise à l'eau à tel endroit, récupération à tel autre, il y a des sites de plongée où je n'irai pas avec eux. C'est ça, donc ça te permet d'évaluer en temps réel, parfois en bonne condition, les compétences des plongeurs que tu as sur le bateau pour savoir si dans d'autres conditions, ce sera toujours adapté à leur niveau. Oui, tout à fait. Donc, quand j'ai un groupe de plongeurs avec des moniteurs que je ne connais pas qui viennent sur mon bateau, la première plongée sera toujours sur un site, entre guillemets, protégé, facile. Je vais évaluer les plongeurs qui sont sur le bateau, les moniteurs qui sont sur le bateau que je ne connais pas, et en fonction de ce que je vois, je proposerai des sites de plongée différents. Quand tu dois récupérer dans une zone protégée, quelles sont les consignes ou les éléments concrets que tu vas donner pour que les moniteurs ou les encadrants ou les guides de palanquée puissent réussir à amener leurs plongeurs dans ces bonnes conditions? Alors, ça, c'est un peu particulier à la zone de Cassis, parce que ça peut changer si on plonge sur une épave qui est en plein milieu de la mer, par exemple. Donc, à Cassis, on plonge et la récupération, surtout s'il y a un petit peu de vent, se fait souvent à l'abri, à l'intérieur des calanques. Et dans les calanques qui sont relativement étroites, il peut y avoir des vents qui sont tourbillonnants. Donc, si une palanquée sort de l'eau trop près de la roche, c'est compliqué de récupérer tous les plongeurs avant que le bateau ne soit poussé à la roche par le vent. Donc, je demande toujours aux plongeurs de s'écarter de la roche, parachute mis, de manière suffisante pour que je puisse venir les récupérer avec le bateau sans que le bateau ne soit poussé à la roche avec eux. Puisqu'évidemment, quand on récupère les plongeurs, les hélices sont au point mort, les moteurs sont au point mort, bien entendu, donc on est poussé par le vent. Dans le choix du site, on abordait le niveau des plongeurs. Est-ce qu'il y a des sites qui se prêtent mieux en fonction des objectifs, en fonction des exercices que tu veux mettre en place, en fonction des compétences que tu veux développer ? Alors bien sûr, donc par exemple pour des gens qui sont des tout à fait débutants, il faut chercher des endroits où il y a moyen d'avoir un bateau qui est au mouillage, ou bien en tout cas accroché à une bouée pour avoir un site fixe. Si on n'a pas trop de plongeurs débutants, on peut se permettre d'avoir des sites où le bateau n'est pas accroché au fond, n'est pas au mouillage. Donc ça, c'est une première chose. Alors c'est vrai que pour un baptême de plongée, on pourrait imaginer que le site idéal, c'est la plage, où il y a 5 mètres de profondeur maximum, où ils ne peuvent pas descendre plus bas. Il se fait qu'à Cassis, on n'a pas ce genre de site. Donc nous, nos baptêmes de plongée, ils se font toujours avec un moniteur qui est seul avec le baptisé, et c'est le moniteur qui règle la flottabilité et la gestion de la profondeur avec son baptisé. Parce que plonger sur du sable, c'est relativement peu intéressant. J'imagine. Et la diversité des sites permet de travailler tantôt l'orientation, tantôt l'apprentissage de la profondeur. À l'orientation, c'est une phrase très belge. Il est fixé sur sa boussole et il cherche un cap. Parce qu'il est habitué à faire ça en carrière, principalement. Ici, moi, je n'utilise plus jamais ma boussole. J'ai la roche, j'ai le fond, j'ai le soleil, et ma boussole, je l'utilise plus jamais. Je ne suis pas entièrement d'accord avec toi, parce que pour moi, l'orientation, c'est pas égal compas. L'orientation, c'est tu vas descendre, tu trouveras peut-être de roches à un endroit, et quand tu remontes, tu dois absolument repérer la faille horizontale qui est à 6 mètres et dépasser. Alors, si tu parles d'orientation comme ça, on est d'accord. Oui, l'orientation, alors c'est comme ça. Oui, d'accord. Pour moi, l'orientation, c'est ça. C'est pas la boussole, le compas. Mais pour moi, l'orientation, effectivement, c'est tenir compte de tous les éléments qui sont sous l'eau, avec effectivement la nature du fond, la profondeur, ce qu'on voit sous l'eau, le soleil, la roche. J'essaye d'expliquer à quelqu'un qui fait un exercice d'orientation, parce que c'est indispensable, en tout cas de retrouver un site de plongée. Je dis, si tu vas dans une ville que tu ne connais pas et que tu parques ta voiture à un endroit que tu ne connais pas et que tu vas te balader toute la journée, le soir, il faut que tu retrouves ta voiture. Donc en partant, tu as regardé où était le clocher de l'église, où était le café de la place et où était le parking qui s'appelle le parking n'importe comment. Et le soir, quand tu reviens, tu vas regarder le clocher de l'église, le café de la place et tu vas revenir à ta voiture. En plongée, c'est exactement la même chose. Je suis entièrement d'accord avec toi. Mais donc, ça fera partie de tes critères aussi, probablement, de choix d'un site. En fonction des plongeurs, j'imagine que c'est plus ou moins facile de retrouver le bateau. Si on est sur un site qui est tout plat, effectivement, c'est plus compliqué de revenir au bateau.
Dans les points d'attention que tu évoquais en introduction, tu parlais de la météo. Quand tu checkes tes différents sites météo, qu'est-ce que tu regardes? Je regarde principalement la direction du vent et la direction de la houle, qui en tout cas à Cassis peuvent être parfois même opposées. Et donc on peut avoir un vent qui vient d'un côté et une houle qui vient de l'autre. Là, ça devient compliqué pour choisir un site de plongée, bien entendu, puisque d'une part, il y a le vent et d'autre part, il y a les vagues. Et quel serait l'impact du vent ou de la houle sur la plongée ou la navigation? C'est-à-dire que quand il y a du vent, on peut se mettre à l'abri du vent derrière une roche, derrière une île. Mais la houle, même s'il n'y a pas de roche pour se mettre à l'abri, elle arrive du large. Et le problème de la houle, c'est non seulement sa hauteur, mais c'est sa période. Et la période, c'est le temps qu'il y a entre deux vagues. Plus la vague est haute et plus la période est courte, plus c'est une montagne style les Alpes. Si la houle est haute, mais que la période est longue, on se retrouve un petit peu comme dans les Ardennes, avec des sommets qui sont arrondis et qui sont moins embêtants. Et donc, il y a la hauteur de la houle, mais il y a la période de la houle qui est importante également. Et tu dis se mettre à l'abri du vent. Si tu n'es pas à l'abri, quel sera l'impact direct du vent sur ton bateau ou sur les plongeurs? Sur les plongeurs, surtout. Le bateau, il tiendra le coup. Mais les plongeurs, s'il y a du vent, ils peuvent être emportés en surface. Ça bouge en surface, donc ils peuvent boire la tasse. Une fois qu'ils sont sous l'eau, ils risquent rien, les plongeurs. À 2 mètres de profondeur, ils ne risquent plus rien. Mais après, s'ils sont en surface et qu'ils ont un problème, il faut aller les récupérer. Quels sont les sites internet ou les applications que tu conseilles pour pouvoir évaluer ces éléments-là? Les sites météo, je les regarde tous les jours, plusieurs fois par jour. Il y en a plusieurs que j'analyse parce qu'ils ne sont pas toujours d'accord. Alors moi, personnellement, je regarde Winguru, Windy, le site de l'Ifremer, et quand il y a des risques de pluie et d'orage, je regarde aussi Météo Radar. Alors, il y a évidemment des dizaines de sites avec possibilité d'abonnement pour avoir des précisions. Moi, je regarde les sites de manière générale, mais qui sont assez précis. Parfait. Comme ça, nos plongeurs sont un peu aiguillés pour avoir des sites de référence, en tout cas ceux que tu utilises toi dans ta pratique de professionnel. On peut aussi parler de l'intérêt du site. Pourquoi est-ce que je choisis tel site de plongée plutôt qu'un tel autre? Et les compétences des plongeurs qui sont à bord. Et également, j'essaye, et ce n'est pas toujours possible, que les plongeurs qui sont à bord du bateau, qui ne sont pas nécessairement les mêmes tous les jours, ne fassent pas 3 fois le même site de plongée sur la même semaine ou sur les mêmes 3 ou 4 jours. Donc j'essaye de varier les sites pour que les gens fassent différents sites de plongée sur la semaine et qu'ils puissent voir des choses différentes. C'est pas toujours possible, malheureusement, en fonction des conditions météo. Mais pourquoi choisir celui-là plutôt qu'un autre? C'est aussi en fonction des plongées qu'on a fait la veille ou l'avant-veille. Et puis aussi, il faut se rendre compte que d'une année à l'autre, les sites riches ne sont pas toujours les mêmes. C'est très étonnant. Une année, il y a plus de poissons à tel endroit ou il y a plus de poissons sur tel autre site de plongée. Et là, il faut en tenir compte aussi. Est-ce que ton choix des sites va changer en fonction de la saison? Oui, parce qu'il y a des périodes de l'année où il y a plus de tel type de poisson ou de tel autre type de poisson. Et tel type de poisson va plus se trouver sur tel site ou sur tel autre. Tu as des exemples à partager? Par exemple, le poisson-lune, on le voit plus soit au printemps, soit en fin de saison. Et on sait qu'à Cassis, il y a des sites où on a des stations de nettoyage de poisson-lune. Donc, on a plus de chances de voir du poisson-lune à tel endroit qu'à tel autre à certaines périodes de l'année. Donc, si on a vu du poisson-lune en surface ou précédemment, on va plutôt privilégier les sites où il y a des stations de nettoyage de poisson-lune. Qu'est-ce qu'une station de nettoyage pour un poisson? C'est un endroit où il vient se poser et où il se fait nettoyer par des petits labres, des labres nettoyeurs. C'est assez extraordinaire parce qu'ils sont stationnaires, en général un petit peu la tête vers le haut, les poissons-lunes en tout cas, et il y a des petits labres qui viennent leur picorer la peau. Et donc, si on avance tout doucement, sans faire de bruit, on a la chance de les approcher de très près. Les petits labres étant d'autres petits poissons. Absolument. En conclusion, qu'est-ce qui pour toi est le plus important? Qu'est-ce que tu as le plus envie de partager concernant ce choix d'un site? Alors, il y a toujours mettre en balance, de manière très équilibrée, la sécurité du plongeur et le plaisir de la plongée. Le plaisir de la découverte, mais en toute sécurité. Merci Fabienne pour tous ces conseils. Merci, à bientôt.
Cette interview a été menée avec curiosité et passion par Jennifer Verhoeven. À la réalisation, Pierre Vandenbroek, avec le soutien technique de Focus Live. Merci de nous avoir écoutés. On se retrouve très bientôt pour un prochain épisode. Une idée de sujet, une histoire à partager? Écrivez-nous à octopus@lifras.be. Et si ce podcast vous a plu, pensez à le liker, le partager ou laisser un commentaire. Ça nous aide énormément à faire grandir ce projet. À bientôt!